Depuis toujours, l'homme consomme toutes sortes de drogues, pour se soigner ou pour son plaisir. Alcool, cocaïne, morphine, c'est dans le cerveau que toutes les drogues agissent. Aujourd'hui, la biologie est capable d'expliquer leurs effets au centre de nos têtes. Et l'étude des drogues permet à la science de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Le tabac et l'alcool, en vente libre, sont les substances les plus consommées dans le monde. Les scientifiques, pourtant, les considèrent depuis longtemps comme de véritables drogues. Consommé aux Caraïbes et en Amérique centrale comme plante médicinale ou rituelle, le tabac est découvert au XVe et au XVIe siècle par les grands explorateurs. Le français Jean Nicot initie la culture du tabac en Europe et donne son nom scientifique à la plante. Fumé, prisé ou chiqué, le tabac devient très vite à la mode et se diffuse dans le monde entier. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes fument dans le monde. Les fumeurs sont 7 fois plus nombreux que les consommateurs de drogues illégales. Concentration, éveil et mémoire accrue. C'est pourtant tout ce que la conscience peut attendre de la cigarette. Un paradoxe que le neuropharmacologue Jean-Paul Tassin étudie au Collège de France. Le phénomène euphorisant déclenché par le tabac est beaucoup plus fin que le phénomène obtenu avec la morphine, qui est beaucoup plus puissant, ou avec les psychostimulants. Mais il n'empêche que, justement, il est fin, donc ça permet de le répéter, et ça permet de l'utiliser, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. Donc on peut passer une journée agréable en fumant régulièrement et en continuant à avoir une activité sociale normale. Et on a pensé pendant très longtemps que le tabac, les phénomènes de dépendance étaient liés à un des produits actifs du tabac, c'est-à-dire la nicotine. En fait, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que tous les produits qui déclenchent la dépendance chez l'homme, comme l'amphétamine, l'héroïne, la morphine, la cocaïne, est consommé par les animaux de façon importante. Et très vite, ils deviennent dépendants à ces produits. Lorsque vous donnez de la nicotine à des animaux, ça ne les intéresse pas beaucoup. Les animaux fument exclusivement pour la bonne cause. Mais les messages de santé publique ne peuvent presque rien contre la dépendance des hommes à la cigarette. Et la nicotine, le principal ingrédient du tabac, a longtemps été pour les scientifiques le coupable idéal. If you think this looks ridiculous, remember, smoking is just as unnatural for you as it is for them. Sans les rats et les souris, jamais l'action des drogues n'aurait pu être étudiée. Ils partagent une grande partie de leurs gènes avec nous et les drogues déclenchent les mêmes tempêtes dans leur cervelle. En fait, l'humanité tout entière a une dette morale envers ces petites bêtes. On peut droguer les rats, manipuler leurs gènes et même les découper en morceaux. C'est le triste mais nécessaire quotidien des laboratoires qui comparent l'état de ces rats avec des rats contrôles ou normaux. Dans son laboratoire de Bordeaux, un haut lieu de l'étude des drogues, Martine Cador étudie le comportement des rats vis-à-vis de la nicotine. C'est vrai que la nicotine est une drogue d'abus paradoxale, puisqu'en fait, elle a des propriétés addictives extrêmement importantes, sans avoir pour autant des propriétés psychotropes très puissantes. C'est-à-dire qu'en fait, la nicotine ne provoque pas de changement d'état de conscience, contrairement à ce qu'on observe avec l'alcool, ou avec la cocaïne, ou avec l'héroïne. Donc ici, le rat est placé dans une cage d'auto-administration avec à sa disposition 2 trous. Un trou qui va être renforcé, c'est-à-dire à chaque fois où l'animal va mettre son nez dans ce trou, l'ordinateur va activer une pompe qui va pousser une seringue et qui va donc délivrer dans la circulation veineuse de l'animal une quantité donnée de nicotine. Le trou dit non renforcé ne produit aucun effet. En quelques jours, le rat comprend comment s'injecter de la nicotine. Une forme de conditionnement qu'on appelle l'auto-administration. En dessous d'une certaine dose, l'animal ne perçoit pas la nicotine, donc ne s'auto-administre pas la drogue. Et au-delà de cette dose, la dose devient aversive. Donc en fait, on est obligé de travailler avec une fourchette extrêmement réduite. Et contrairement à la cocaïne, l'animal consomme assez peu.
Pour agir, la nicotine, comme toutes les drogues, pirate le système de communication du cerveau. Car notre cerveau passe le plus clair de son temps à bavarder avec lui-même. Son bon fonctionnement repose sur un dialogue incessant entre nos 100 milliards de cellules nerveuses, les neurones. Pour faire circuler l'information, les neurones s'envoient des messages chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Que ce soit la douleur, le plaisir ou le rythme des échanges d'informations, les neurotransmetteurs régulent un équilibre subtil et complexe, dont dépend l'ensemble des fonctions de notre organisme. Entre chaque neurone, il existe un petit espace où règne une intense activité. C'est ici, dans la synapse, que les neurotransmetteurs agissent. Pour faire circuler l'information d'un neurone à l'autre, ils s'emboîtent dans les récepteurs qui leur correspondent. Si la nicotine favorise la mémoire et la concentration, c'est parce qu'elle pirate le réseau qui est responsable de ses fonctions dans le cerveau. C'est le réseau de l'acétylcholine, ACH. Ces récepteurs s'appellent d'ailleurs les récepteurs nicotiniques. Mais la nicotine est beaucoup plus forte que l'acétylcholine. Elle déclenche la libération d'un autre neurotransmetteur, la dopamine. Une molécule qui est à l'origine de la sensation de plaisir que procurent toutes les drogues. Depuis quelques années pourtant, on sait que la nicotine n'est pas la seule coupable. On la soupçonne d'avoir des complices. Une des hypothèses que nous testons ici au laboratoire, c'est effectivement de savoir si dans le tabac, en fait, il n'y aurait pas d'autres substances qui favoriseraient justement la propriété addictive de la nicotine. Ces substances agiraient directement sur la dopamine, la molécule du plaisir. Quand elle a achevé sa mission, la dopamine est recaptée dans son neurone d'origine. À ce moment, une molécule est censée la détruire. C'est la monoamine oxydase, ou MAO. Quand on fume une cigarette, un produit chimique empêche la MAO de détruire la dopamine. On dit qu'il inhibe la monoamine oxydase. Résultat, la dopamine stimule ses récepteurs plus longtemps que prévu et crée plus de plaisir. Ce mécanisme a même un effet antidépresseur. Nous, ce qu'on étudie au laboratoire, c'est comment le fait d'avoir des inhibiteurs de monoamine oxydase va augmenter le pouvoir addictif de la nicotine. Donc on fait ça sur des animaux, des rats, qui sont placés en situation d'auto-administration intraveineuse de nicotine. Et on a deux groupes de rats. Un groupe de rats qui est mis donc en situation où il peut s'auto-administrer uniquement de la nicotine, et un autre groupe de rats qui a accès à la nicotine plus des inhibiteurs de monoamine oxydase. Et en fait, on s'aperçoit, dans les premiers résultats qu'on a pu obtenir au laboratoire, que ces animaux qui ont accès à la nicotine plus les inhibiteurs de monoamine oxydase s'auto-administrent plus de nicotine et sont capables de travailler beaucoup plus pour obtenir une injection de nicotine. C'est-à-dire que leur niveau de motivation, la motivation qu'ils montrent pour s'auto-administrer la drogue est beaucoup plus importante. Conclusion de l'expérience, la nicotine n'est probablement pas la seule responsable de l'addiction à la cigarette. Mais quelles sont les autres molécules impliquées? Les scientifiques essaient encore de les identifier. Il faut dire qu'ils ont le choix. On sait qu'il existe jusqu'à 4000 produits chimiques dans la fumée du tabac. Si certains jouent sur la dépendance,
Une soixantaine d'entre eux sont toxiques et cancérigènes. On comprend mieux pourquoi fumer tue. Des cancers aux maladies cardiovasculaires, aujourd'hui, près de 5 millions de personnes meurent de la cigarette tous les ans dans le monde. You know what? We're going to leave this here for you so you can see what 1,200 people actually look like. Et je danse de tout mon cœur, car je vais grandir vite, vite. Et quand je serai moins petite, je fumerai comme un sapeur. Et elle fumait, comme des sapeurs, comme si déjà elle voulait battre l'homme sur son propre terrain. Concours de la plus jolie fumeuse en 1927. Pour ces dames, l'herbe à Nico remplace soudain le thé de 5 heures, la garçonne s'efface dans des volutes de paradis artificiels et Marilyn Monroe perce déjà sous la femme sapeur. Mademoiselle Maud Lottie est proclamée la plus gracieuse fumeuse de France du concours organisé par le fumeur et par Paris qui chante. Concours de cigare vitesse. Messieurs, préparez-vous. Vous êtes prêts? 1930. Aux hommes, comme d'habitude, il reste l'effort athlétique, la rage de vaincre les femmes à la pointe du mégot, même si certains retrouvent au Monsieur Freud des gestes d'enfants pour suçoter leur cigarette, comme la tétine d'un biberon. La cigarette n'a fait son apparition que dans la première moitié du 19e siècle. Elle est rapidement produite à une échelle industrielle, mais c'est au 20e siècle que la consommation explose, encouragée notamment par les distributions gratuites aux soldats. Aujourd'hui, l'industrie du tabac fabrique tous les ans 5500 milliards de cigarettes. Let me take your hand, try to understand. I will always Campagne choc, augmentation des prix, interdiction de fumer dans les lieux publics, la consommation de tabac est en baisse dans les pays développés. Mais les industriels de la cigarette ne risquent pas de faire faillite. Dans les pays pauvres, un homme sur 2 est un fumeur. Les scientifiques pensaient peut-être tout savoir sur la nicotine, mais elle leur réserve encore quelques mauvaises surprises. Pier Vincenzo Piazza la soupçonne même d'endommager les neurones.